Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Hypnose et compagnie. Aujourd'hui, c'est moi qui prends le micro parce que j'ai envie qu'on échange ou plutôt de vous partager ma petite expérience de l'accompagnement du deuil et de ce qu'on peut faire. Il y a une grande mode en ce moment dans l'hypnose, ou qui existe même depuis un moment, c'est ce qu'on appelle les contacts défunts. On compte pas le nombre d'animations dans des salles faites par des gens qui vous disent que vous allez avoir un contact avec une personne qui est décédée, qui est proche, et ainsi de suite. Il y a des gens qui remplissent des salles de spectacle comme ça. Certaines vont vous dire que l'hypnose va vous permettre de rentrer en contact avec votre enfant qui est décédé, votre conjoint, votre épouse, un parent. D'autres vous diront que c'est une expérience, laissant comme ça un petit peu planer un manque de clarté sur ce qui se passe réellement aussi, sur les enjeux de ce qui se passe pour eux. Je vois des gens qui sont morts. Et d'autres comme moi, on va accepter, en tout cas moi je vais accepter de faire ce qu'on appelle des contacts défunts, mais dans un cadre bien précis. Et je pense que c'est hyper important que nous, hypnose, si on veut continuer à être crédible, on pose un cadre qui est bien précis. En fait, j'ai énormément de mal avec tout ce qui laisse de la place aux faux médiums ou qui ouvre la potentialité pour nos consultants, nos consultantes, de se mettre en danger avec des charlatans ou avec des gens qui pourraient tirer profit d'une souffrance. C'est très perso, et je trouve qu'un manque de clarté, c'est éventuellement envoyer des gens en souffrance dans la gueule du loup, parce que quand on est en souffrance et que on a perdu quelqu'un de proche, quelqu'un qu'on aime, et qu'on recherche du lien, et qu'on recherche à habiter encore cette relation, bah, si c'est à travers une personne, c'est très bien aussi. Hein, surtout si cette personne est capable de vous donner des informations plus ou moins vraies, plus ou moins justes. On ne parlera pas d'effet Barnum, parce qu'il faudrait faire une formation tout autour de ça, mais quand on est en souffrance aussi, il y a un phénomène qui est important à prendre en considération, c'est qu'on perd vite pied. On perd très très vite pied, mais ça sera l'objet de notre podcast, moi j'ai failli en faire les frais. C'est des périodes qui sont très compliquées et ça mérite de notre part, si on veut être crédible, en tout cas, de faire preuve de prudence. Pendant cet épisode, moi, je vais vous proposer ma façon de travailler, ma façon de voir le contact défunt. Ça va passer par la pose du cadre, parce que ça me semble vraiment très important, cette pose du cadre. À quel moment, moi, je l'utilise, à quel moment ça peut être judicieux de l'utiliser, et à quel moment c'est pas du tout judicieux de l'utiliser. En tout cas, ce n'est que ma façon de faire, et pas une vérité absolue. J'ai pas du tout cette prétention-là de vous donner des vérités absolues. Moi, juste l'idée de vous partager une approche, une méthode. Et puis, comment on peut faire attention au fait que ce mécanisme, qui peut soulager, qui est intéressant, mais qui ne doit pas empêcher la personne de traverser la tristesse, la colère, la culpabilité, pas toutes ces émotions qui font mal, qui sont difficiles à vivre, le manque, la restructuration du lien, tout ça. On doit pouvoir accompagner ces gens dans ce processus. Il faut savoir que le deuil est un processus autonome. C'est-à-dire que le processus de deuil n'a pas attendu d'être nommé, n'a pas attendu des études cliniques, pas cliniques, plus ou moins bien menées ou bâclées, pour exister. Le process se fait, malgré nous ou avec nous. L'idée, c'est de voir comment on va pouvoir accompagner au mieux ce process et comment on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle les contacts défunts, et je mets des guillemets là-dessus, dans le processus de deuil. La première chose qui me semble hyper importante, à mon sens, c'est vraiment la pose du cadre. Il faut être hyper précis. La première chose que je fais, moi, c'est que je remercie la personne d'être là, parce que cette personne, elle devrait finalement pas être avec moi. Elle devrait être en train de mener sa vie, de partager des moments avec la personne qui est plus là, la personne qui est décédée. Je précise aussi la grille de lecture que j'utilise. Ceux qui ont déjà écouté un peu mes travaux, ou mes recherches, ou que j'ai partagé, savent que même si j'ai un grand respect pour Kubler-Ross, son travail était essentiellement lié au palliatif. D'ailleurs, Christophe Fauré, dans un échange que j'avais eu avec lui, m'avait clairement dit que pour lui, c'était pas du tout une grille de lecture qui était cohérente. Moi, je la trouve intéressante comme toutes les grilles de lecture. C'est-à-dire que toutes les grilles de lecture sont intéressantes. La grille de Montbourquette est intéressante aussi. Et en tout cas, moi, je prends le parti d'utiliser la grille de Christophe Fauré parce que c'est ce qui se rapproche le plus, à mon sens, de ce qu'on vit quand on traverse un deuil. Donc, j'explique les 4 phases, j'explique comment, dans ces 4 phases, il peut y avoir des modulations, il peut y avoir des moments up, des moments down. Okay, et je fais le point. On fait le point avec la personne pour savoir où elle en est dans son processus. Comment ça se passe pour elle. Si on voit, par exemple, qu'elle est dans une phase d'impact,
Si le décès est très récent, je vois pas du tout l'intérêt de faire de contact défunt. Une fois, je me suis retrouvé avec Jean-Michel Guret. Avec Jean-Michel Guret, au-delà pour une femme qui était en souffrance, elle venait de perdre sa fille et c'était très très violent pour elle. Elle le fait, il prend le temps de discuter avec elle, il a été très subtil, très fin, vraiment un chouette mec. Et à la fin, on discute ensemble et il me dit très clairement, il me dit, mais en fait, on pourrait faire. On pourrait faire à la douleur qu'elle ressent là, psychosomatique, vraisemblablement, on peut rien faire. Dans cette phase d'impact, en fait, il y a des systèmes de protection, des mécanismes de protection naturels qui sont mis en place et on peut pas faire grand-chose. Si la personne elle est dans la deuxième phase qu'on appelle fuite recherche, en tout cas dans cette grille de lecture de Christophe Forêt, on peut en discuter et à ce moment-là, on peut demander à la personne qu'est-ce qu'elle attend d'un tel contact défunt. En fait, cette période qui s'appelle fuite recherche, c'est ce moment-là où on essaye de faire perdurer le lien extérieur. Le lien extérieur, on entend par là, regarder des photos, écouter du son, regarder des vidéos, porter les vêtements de l'autre, se rattacher aux odeurs, des choses comme ça. Cette période-là, elle est naturelle, elle est tout à fait saine, elle est caractérisée par la fuite des émotions et la recherche de lien. Le lien qui est rompu, il n'y a plus de lien en fait, mais on essaie quand même de l'entretenir. Une période intéressante qui est saine. Pour le coup, j'essaie d'être hyper précis et clair sur le fait que si on utilise ce qu'on appelle un contact défunt, c'est une hallucination. Je le précise et je suis toujours hyper clair avec ça. Pourquoi ? Parce que je pense que notre intérêt, c'est de protéger les gens. On se doit de protéger les gens. C'est la base. C'est la base. Il y a peut-être des gens, ou certainement des gens, qui ont des qualités médiumniques, qui peuvent communiquer avec les défunts. Très bien. Pourquoi pas ? Je demande d'avoir des études, tout ça. J'en ai vu pas mal. On se rend compte que les études sont plus ou moins galvaudées, mais j'ai pas tout vu. Pas tout vu, donc je suis plutôt très ouvert là-dessus. Mais je pense qu'il est important qu'on précise que c'est une hallucination. Ça pose le cadre. Et c'est sur ce point-là où vraiment j'insiste, on doit être très prudent. On doit être très prudent parce que c'est peut-être ouvrir la porte à des gens qui vont profiter de la souffrance des gens parce que, encore une fois, quand quelqu'un est en souffrance, il y a une déconnexion qui se passe et on pourrait faire à peu près n'importe quoi pour avoir des nouvelles des gens qu'on aime. Et même si la personne a l'air solide, même si la personne elle a l'air bien dans ses pompes, c'est des moments d'espoir qui peuvent parfois amener à des situations qui vont vite se dégrader. Donc dans la période de recherche, en fonction de ce que la consultante va solliciter, je vais dire ok on y va ou non on n'y va pas. Ça reste quand même intéressant parce que on va pouvoir recréer du lien. Et c'est là que ça devient vraiment pertinent. C'est-à-dire que dans la troisième phase, qu'on appelle la phase de déstructuration, qui est une espèce de retour en arrière. C'est perçu en tout cas par la personne qui traverse un deuil comme un retour en arrière, où on peut avoir un coup de moins bien, on peut se sentir triste, on peut ne pas comprendre ce qui se passe. En fait, c'est juste une défense naturelle qui commence à tomber et les émotions qui remontent. C'est beaucoup activé pour ne pas souffrir. On a l'impression qu'on s'en sort un petit peu, qu'on s'en sort même plutôt bien. Et du coup, bam, on prend un deuxième effet qui se coule. Et quand il arrive, c'est qu'on est prêt. Dans cette troisième phase de déstructuration, je trouve vraiment intéressant l'approche du contact défunt parce qu'on rentre vraiment dans le fait d'aider la personne à recréer ce lien intérieur. C'est-à-dire qu'il y a ces zones d'acceptation quand l'extérieur n'est plus là, les odeurs, les vidéos n'évoluent plus, les souvenirs n'évoluent plus. Cependant, on peut aller vers la reconstruction du lien intérieur et c'est finalement ça la finalité d'un processus de deuil, c'est cette idée d'avoir un lien intérieur. Et quand on est dans l'idée de construire ce lien intérieur, à ce moment-là, on peut faire des choses extrêmement intéressantes. On doit permettre à la personne qui est là avec vous en séance de comprendre que le lien, il est toujours à l'intérieur. Je trouve vraiment que c'est un bon moment, je le redis, pour utiliser cette approche parce que dans cette période qui est très difficile de déstructuration, on a l'impression de vivre une forme de déprime, certains parlent de vécu dépressif. Je trouve que c'est intéressant parce que du coup on entretient le lien et on présuppose que le lien il peut être à l'intérieur. Et encore une fois, soyons très pragmatiques, soyons très clairs sur ce qui se passe, n'évoquons pas des choses un petit peu évasives, okay ? C'est une hallucination.
Et je pense que c'est cette clarté qui va nous permettre de protéger nos clients, qui vont permettre de protéger nos consultants ou nos consultants. L'idée, en fait, c'est que rapidement, ou pas d'ailleurs, au rythme où la personne le souhaite, la personne qui traverse un deuil, elle va pouvoir se dire « Ok, je porte une blessure, elle me fait mal, mais j'ai hérité de plein de choses. J'ai hérité de souvenirs, j'ai hérité de valeurs, j'ai hérité d'expériences. » Et dans ce moment-là, c'est un psycho qui s'appelle Luis Vasquez qui m'avait parlé d'une émotion qui chante dans le fado portugais, qui s'appelle saudade. C'est une émotion qui dit « Je suis triste que ça soit terminé, mais je suis heureux que ça ait existé. » J'ai la croyance que traverser un deuil, c'est aller vers cette sensation-là. La façon dont je vous parle là, c'est quelqu'un qui bosse en médecine légale et qui est confronté à la mort tous les jours. Et ça me semble vraiment, vraiment essentiel de, petit à petit, amener ce lien intérieur. Et c'est là où l'hypnose devient intéressante. C'est là où l'hypnose devient intéressante de ce qu'on appelle, entre guillemets, un contact défunt. Quand on passe à la quatrième phase, qui est la phase de restructuration, on est plus à ce moment-là dans un tri de comment la personne qui traverse ce deuil souhaite vivre maintenant. Qu'est-ce qui est important pour elle? Qu'est-ce qui est moins important? C'est comme une espèce de gros ménage. Et puis finalement, c'est aussi intéressant éventuellement de faire un travail autour d'un contact défunt dans cette période-là, parce que ça permet vraiment de réinstaller le défunt, peut-être dans une partie d'elle, peut-être à une place plus intime, plus intérieure. Et puis finalement, ça permet aussi de laisser le défunt tranquille. Et ça, c'est important. Rappelez-vous en fait que le deuil est un processus autonome et que parfois ça bloque, et que ce qui bloque, ça peut être lié, et je dis pas que c'est tout le temps le cas, mais ça peut être lié à la peur d'oublier, la peur d'être déloyal, la peur de revenir à la vie, ou encore la volonté de garder ce lien extérieur, comme on en a parlé tout à l'heure. Nous, on se doit, et à mon sens, on se doit en aucun cas de se présenter comme le vecteur de ce lien ou une espèce de channeling qui ferait que, grâce à nous, les gens ont un contact avec cette personne décédée. Je pense que si on le laisse croire, c'est problématique. À titre perso, si mes enfants décédés il y a maintenant 6 ans et 8 ans ont une vie ailleurs, je ne me vois pas les déranger toutes les semaines, tous les 15 jours, une fois par mois, juste pour me soulager moi. Encore une fois, je ne suis ni pour, ni contre, j'ai juste un mode de fonctionnement et je suis pour la clarté de ce que nous proposons, des prises de position lisibles, claires et qui vont dans le sens de protéger nos consultants, nos consultantes qui, dans ces moments-là, dans des moments de grande douleur comme ça, sont plus vulnérables, plus fragiles. Ils vont être à un moment sollicités à titre perso. Moi, j'ai reçu des courriers de soi-disant francs-maçons qui m'invitaient à participer à des groupes. J'ai été sollicité jusqu'à dans mon cabinet par des gens qui me vendaient de la médiumnité et des contacts. Et je vous promets, il faut être très prudent avec ça. Très prudent avec ça. On se doit, nous, hypno, si on veut être un peu pris au sérieux, de faire attention à comment on communique et le message qu'on transmet. Le contact défunt, c'est bien, mais c'est une hallucination et ça doit être très précisé dans le cadre. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Prenez soin de vous, il y aura d'autres podcasts qui vont sortir parce que ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, des messages ou à liker, mettre 5 étoiles sur la structure où vous avez écouté le podcast. Prenez soin de vous, à très bientôt.